Allez, go. C'est parti. Bonsoir, bonsoir à tous. On va commencer par le petit test habituel. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Vous pouvez répondre sur le petit chat qui apparaît. C'est un peu décalé donc. Alors apparemment c'est tout bon. Super. Et bienvenue au Muséum Aquarium pour ceux qui ne connaissent pas et bienvenue aux autres aussi qui nous suivent toutes les sessions. On est sur la 4e aujourd'hui et on va parler des déplacements des poissons avec Dominique Chardard, donc, qui est maître de conférence à l'Université de Lorraine et directeur scientifique au Muséum Aquarium. Donc on est content de faire ces lives avec lui et d'avoir pu les adapter puisque normalement ce sont des conférences en vrai. Et derrière l'aspect technique, il y a Franck qui est là, qui fait coucou. Je vais laisser la place à Dominique qui va vous parler de tout ça. On va comme d'habitude se déplacer dans les galeries. Vous pourrez poser des questions sur le chat. On fera des petits temps de questions, un au milieu et un à la fin. Et voilà, si ça vous plaît, la prochaine conférence sera le 19 mai sur cette fois-ci la respiration. Dominique, je te laisse la place. Eh bien, bonsoir à tous. Donc, ravi de vous accueillir à nouveau en direct des galeries d'aquarium du Muséum Aquarium de Nancy. Donc, pour cette 4e édition des cours-conférences, tout sur les animaux, avec comme thématique ce soir bouger sous l'eau. Alors, effectivement, la thématique de ce soir va nous amener, nous promener un petit peu dans les galeries d'aquarium pour prendre quelques exemples pour vous illustrer la diversité des moyens de locomotion qui existent dans le milieu aquatique. Alors, tout d'abord, la locomotion. Le fait de se déplacer, le fait de bouger, eh bien, ça fait partie des caractéristiques des animaux. Les animaux sont caractérisés par le fait de pouvoir se reproduire, comme tous les êtres vivants. Ils sont caractérisés également par le fait de se nourrir à partir d'autres êtres vivants. Ils ne peuvent pas synthétiser leur matière organique comme les végétaux. Ils sont obligés de trouver leur source de carbone et d'azote à partir d'autres êtres vivants. Et ils sont capables de déplacement, ou si pas de déplacement, ils sont capables au moins de bouger. Et ça, c'est une des caractéristiques des animaux. Alors, on va commencer en fait par dire un petit mot de ceux qui ne bougent pas du tout. En effet, le milieu aquatique offre en quelque sorte la possibilité à certains animaux de rester fixés. On parle de vie fixée. Ce sont des organismes qui ne se déplaceront jamais de toute leur vie. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe uniquement en milieu aquatique. Ça n'existe pas en milieu terrestre. Alors, à quoi sert le déplacement? Eh bien, la première fonction du déplacement, ça va être d'explorer l'environnement pour trouver des sources de nourriture. Une autre fonction du déplacement peut être de trouver un partenaire pour la reproduction, en cas de reproduction sexuée. Et en milieu aquatique, eh bien, on peut avoir des animaux qui ne se déplaceront pas, eh bien, parce que l'eau va véhiculer les aliments vers eux, et l'eau pourra également véhiculer les gamètes, les spermatozoïdes, les ovules. Donc certains animaux ne se déplacent pas pour se reproduire, ils vont relarguer directement dans l'eau leurs spermatozoïdes, leurs ovules, et donc il y a une fécondation qui est externe, qui se déroule dans l'eau. Alors quels sont ces organismes qui ne se déplacent pas? Eh bien, c'est un mode de vie relativement fréquent en milieu aquatique, en particulier en milieu marin. Alors si on regarde un petit peu dans les aquariums,
Eh bien, vous avez déjà ici des exemples d'organismes fixés qui ne se déplacent pas, hein, qui sont bien des animaux, avec les coraux, dont on a déjà parlé lors de sessions précédentes. Coraux qui vont tirer leur alimentation essentiellement de la photosynthèse qui est réalisée par les petites algues photosynthétiques qu'ils hébergent dans leur tissu. On va trouver également les anémones de mer. Donc vous avez par exemple ici 2 grosses anémones. Ce sont des anémones, on appelle ça des anémones à bout renflé. Les anglo-saxons parlent de bubble type anémone, où les tentacules se terminent par un renflement. Et bien ça, ce sont des prédateurs qui vont étaler leurs tentacules, et lorsqu'une proie vient toucher ces tentacules, et bien les tentacules urticants vont paralyser, voire tuer la proie et l'amener jusqu'à la bouche pour y être digéré. Donc, vous voyez qu'on peut avoir un mode de vie prédateur tout en étant fixé, par exemple, les anémones de mer. On pourrait citer, alors on n'en a pas dans nos galeries d'aquarium parce que ce sont des organismes assez difficiles à maintenir, mais on pourrait citer également les mollusques bivalves. Alors les mollusques bivalves, c'est par exemple les huîtres, les moules, qui sont des animaux qui ne se déplacent pas, parce que ce sont des organismes qui vont filtrer l'eau. Ils vont créer un courant d'eau et récupérer en fait toutes les particules alimentaires, tous les micro-organismes qui sont présents en grande quantité en milieu aquatique. Et ça, c'est une source de nourriture pour beaucoup d'organismes animaux qui vivent fixés. Le régime alimentaire filtreur est extrêmement répandu en milieu aquatique, en particulier en milieu marin. Et donc il y a beaucoup d'organismes animaux qui vivent fixés parce que ils filtrent l'eau et ils n'ont pas besoin de se déplacer. Donc en milieu aquatique, on peut avoir des animaux qui ne se déplacent pas du tout. Alors regardons maintenant un petit peu ceux qui se déplacent et comment est-ce qu'ils se déplacent. Eh bien, on peut distinguer, de façon assez simpliste, mais pas trop éloignée de la réalité, on peut distinguer deux grandes modalités. Il y a ceux qui vont se déplacer sur le fond de l'eau, et il y a ceux qui vont se déplacer en pleine eau. Donc, en gros, ceux qui vont se déplacer à la surface du sol, et ceux qui vont nager en pleine eau. Alors, on va commencer par illustrer ces 2 façons de se déplacer, en commençant par les invertébrés, et puis dans un deuxième temps, je vous parlerai des poissons pour vous montrer un petit peu que chez les poissons, il y a aussi une grosse diversité de modes de déplacement. Alors, par exemple, ici, ceux qui se déplacent à la surface du sédiment, vous avez là des concombres de mer. Ce sont ces sortes de gros boudins noirs tout allongés. Alors ça fait partie des échinodermes. C'est le même groupe que les oursins, les étoiles de mer. Et on va le voir, on le verra mieux, j'espère, sur d'autres individus. Ce sont des organismes qui se déplacent grâce à un appareil tout à fait particulier. On appelle ça l'appareil ambulacraire. C'est constitué par des petits tubes qui sont remplis d'eau de mer. On aura l'occasion de regarder ça sur des oursins. Alors, on va se déplacer donc dans les galeries d'aquarium, et puis on s'arrêtera devant certains aquariums pour illustrer différents modes de locomotion. On a par exemple ici l'aquarium estuaire avec des araignées de mer. Bien voilà un moyen de locomotion assez simple à appréhender. Donc là, on a des organismes qui se déplacent en marchant grâce à leurs pattes. Donc ça fait partie des crustacés. Les crustacés ont des pattes
pour se déplacer. Alors ces organismes qui se déplacent sur le fond de l'eau, eh bien en écologie, ça porte un nom, on appelle ça des organismes benthiques. Les organismes benthiques, ce sont les organismes en fait qui se déplacent au fond de l'eau, qui mènent une vie au fond de l'eau, qui ne nagent pas. Alors, parallèlement à ça, on peut avoir des organismes au contraire qui vont nager en pleine eau. Et là, on parle d'organismes pélagiques. Les organismes pélagiques, c'est ceux qui nagent en pleine eau. Alors, malheureusement, aujourd'hui, je ne peux pas vous montrer les méduses parce que leur aquarium est en grand nettoyage. Alors effectivement, même si l'établissement est fermé, eh bien, ça n'empêche qu'il faut quand même s'occuper de nos pensionnaires. Donc là, merci au département des aquariums. Donc, le département des aquariums, c'est Laurent, Adeline, Antoine et Daniel qui s'occupent tous les jours, même dimanche, même, qui s'occupent pour leur donner à manger, pour s'assurer que tout va bien, qu'il n'y a pas de fuite, que eh bien, les méduses, en fait, vont se déplacer par propulsion. Elles contractent leur ombrelle et l'eau qui est sous l'ombrelle des méduses est chassée et ça leur permet de se déplacer. Donc c'est un mode de déplacement, un mode de nage par propulsion. Alors, on arrive dans la deuxième galerie d'aquarium où on va voir d'autres organismes benthiques. Alors, vous avez ici différents exemples. Alors, voilà encore un autre organisme pélagique, mais cette fois-ci qui nage en battant de ses appendices, en battant avec ses pattes. Donc là, il s'agit d'une petite crevette, donc encore des crustacés comme tout à l'heure, mais contrairement aux araignées de mer, là, cette fois-ci, ce sont des organismes qui nagent en pleine eau. Alors, se déplacer au fond de l'eau, eh bien, on peut faire ça grâce à un pied qui va permettre de ramper. Et là, c'est ce qu'on trouve chez les mollusques. Vous avez ici des mollusques gastéropodes. Autre mode de locomotion avec des organismes qui se déplacent. C'est changement de borne. On va attendre 2 minutes. On a des petits problèmes techniques parce qu'on a 2 bornes Wi-Fi et comme on a changé de galerie, le passage d'une borne à l'autre peut entraîner des petits soucis de connexion. Tout est revenu. Voilà, je pense qu'on a dû recapter un signal correct de la deuxième borne Wi-Fi. Donc, ici dans cet aquarium, donc des petites crevettes pélagiques. On retrouve des concombres de mer donc qui se déplacent grâce à leur petit tube rempli d'eau de mer. On va essayer de voir ça sur des oursins tout à l'heure. On a des gastéropodes qui se déplacent en rampant sur leurs pieds. On peut avoir aussi des tout petits vers qui vont se déplacer grâce à leurs nombreux petits appendices qu'ils ont le long du corps. Donc pour ceux qui s'y connaissent, ça ce sont des annélides. Donc là on a
un annélide qui se déplace. Mais on peut avoir dans cette famille aussi beaucoup de vers qui vivent complètement fixés et qui vont se nourrir en filtrant l'eau. Là, le ver que vous avez ici, c'est un prédateur qui va se nourrir de toutes petites proies. Et on peut avoir également des espèces, mais qui, elles, vont filtrer l'eau et qui ne se déplacent pas. Alors, le fameux appareil ambulacraire des échinodermes. On va essayer dans cet aquarium-là, où on a deux gros oursins, avec là encore des concombres de mer. On a également une grande ophure hein, qui est planquée sous le corail ici. Alors, les échinodermes ont un appareil locomoteur tout à fait particulier. On appelle ça l'appareil ambulacraire. Ambulare en latin, ça veut dire se promener. Et l'appareil ambulacraire, c'est donc l'appareil locomoteur des échinodermes. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, c'est un système de pieds hydrauliques. On a des tubes qui vont pouvoir s'allonger, se raccourcir en fonction de la pression d'eau de mer qu'il y a dans cet appareil. À la base de chaque petit tube, il y a un organe contractile qui peut envoyer de l'eau de mer dans le tube, ce qui va l'allonger, ou au contraire, lorsque l'eau de mer est réaspirée, eh bien, le tube se raccourcit. Et au bout de ce tube, il y a une petite ventouse hein, qui permet la fixation. Donc, lorsque le tube est fixé et que ce tube se raccourcit, eh bien, ça va permettre de tirer tout l'oursin ou tout l'étoile de mer vers le point de fixation. Alors on pourrait avoir l'impression que cet oursin ici, cet oursin crayon se déplace en fait en utilisant ses piquants. Alors effectivement ces piquants sont mobiles, ce qui lui permet de faciliter son déplacement, mais ce sont en fait les pieds ambulacraires, hein, ce sont les petits tubes avec des ventouses hein, qui permettent en fait le déplacement. Alors, on a ici un oursin qui est fixé sur Ça vient de... Ah, c'est bon. On a perdu une... C'est avec ça en fait. C'est bon. La connexion c'était je crois. Il y a un gros décalage. C'est bon. C'est revenu, ouais. Je pense que... On est loin de la borne en fait. Je pense que c'est ça, on est trop loin de la borne. Ouais. C'est bon. Alors donc ici le poulpe. Alors lui, comment il se déplace? Eh bien, il présente
8 tentacules, 8 tentacules qu'on appelle aussi des bras, avec des ventouses dessus. Et ça va lui permettre de se déplacer en arrimant ses ventouses sur les différents supports, sur les rochers, pour se tirer d'un point à l'autre. Les céphalopodes sont capables également de nager. Alors pour ça, eh bien, lorsque on voit que les tentacules sont bien déployés, eh bien, on voit qu'il y a une petite membrane qui les relie. Et ça va former un espèce de voile qui va leur permettre de se propulser, un petit peu comme les méduses de tout à l'heure. Donc lorsque les tentacules se contractent, eh bien ça chasse l'eau qui est sous la pieuvre, sous le poulpe, et c'est ce qui va lui permettre de se déplacer. Les céphalopodes ont également une poche musculeuse qui chasse de l'eau. C'est ce qui leur permet de respirer. Vous voyez ici, on voit des mouvements du corps. Ce sont les mouvements respiratoires. Vous avez l'eau qui rentre à l'intérieur pour aller baigner les branchies, pour renouveler l'oxygène. Et cette eau ensuite ressort par un petit tube, par un petit siphon. Alors malheureusement, le siphon est de l'autre côté, donc on ne le voit pas. Lorsque cette poche se contracte brutalement, eh bien le jet d'eau qui est ainsi créé permet de propulser également l'animal. Donc là, encore un mode de nage par propulsion, un petit peu comme ce qu'on a décrit tout à l'heure pour les méduses. Donc, une grande diversité de moyens de locomotion pour finalement deux types de locomotion. Une locomotion soit à la surface du sol, donc c'est ce qu'on appelle des organismes benthiques, soit en pleine eau, des organismes pélagiques. Alors vous avez vu que pour les organismes benthiques, on peut ramper, on peut marcher sur des appendices, on peut utiliser les tubes avec des ventouses comme les échinodermes. Et pour nager, on peut utiliser toutes sortes de rames, les petits appendices en forme de rame qu'on a vu tout à l'heure chez la crevette, ou un peu plus original pour nous, des modes de propulsion en chassant l'eau. Intéressons-nous maintenant d'un petit peu plus près au cas des poissons. Alors, ici, une petite maquette de poissons qu'on a emprunté au département des publics, qui s'occupe des médiations envers le public, pour préciser un tout petit peu de nomenclature, ce qui vous aidera à un petit peu mieux suivre les descriptions que je vais faire des différents poissons pour vous expliquer un peu leur mode de locomotion. Alors, chez les poissons, il y a deux types de nageoires. Il y a ce qu'on appelle les nageoires paires. Paires parce qu'elles vont par deux. Ça, c'est l'équivalent de nos membres à nous. Vous avez ici les nageoires qu'on appelle les nageoires pectorales. C'est l'équivalent de nos membres antérieurs, l'équivalent de nos bras. Et ici, vous avez les nageoires pelviennes. Ça, c'est l'équivalent de nos membres postérieurs. Et puis les autres nageoires, eh bien, ce sont les nageoires impaires. Impaires parce qu'elles sont en exemplaire unique. Elles sont dans le plan de symétrie de l'animal. La nageoire dorsale, la nageoire caudale, et ici, la nageoire anale, parce qu'elle se situe juste derrière l'anus. Ici, vous avez la configuration, on va dire, un peu classique d'un poisson, avec ces deux pectorales, ces deux pelviennes, la nageoire anale, la nageoire caudale et la nageoire dorsale. Chez ce type de poisson, eh bien, ce qui va permettre la propulsion, c'est essentiellement la nageoire caudale. Parce que vous avez déjà vu des poissons nager, beaucoup, la plupart, nagent en battant de la nageoire caudale. Et avec leur forme hydrodynamique, il suffit d'un tout petit battement de cette nageoire pour avancer relativement vite.
Alors, regardons ce qu'il en est sur quelques exemples. Eh bien, ici, vous avez le bar, qui correspond tout à fait à ce qu'on vient de décrire, hein. Les nageoires pectorales, les nageoires pelviennes. Alors, il a deux nageoires dorsales, la nageoire anale et la nageoire caudale. Là, on a des poissons qui se déplacent en pleine eau, donc des poissons qu'on peut qualifier de pélagiques, hein, et qui vont se propulser essentiellement grâce à la nageoire caudale. Les autres nageoires vont intervenir essentiellement pour la direction. Si on regarde les poissons qu'on a chez nous, avec ici l'étang qu'on a reconstitué, eh bien c'est le même mode de déplacement ici qu'on va retrouver hein, chez les perches, les brèmes et les tanches que vous avez ici dans cet aquarium. Avec la nageoire caudale qui est le mode de propulsion principal. Bon, ça c'est ce qu'on s'imagine classiquement chez les poissons et c'est effectivement ce qu'on retrouve chez beaucoup d'espèces. Mais on va voir que c'est susceptible de varier. Alors effectivement, on a de nombreux pensionnaires hein, qui nous montrent des dispositions de nageoires et des modes de nage tout à fait différents. Alors, quelques exemples. Eh bien, regardons ici le poisson chauve-souris. Alors, tout à fait particulier. Vous voyez que ce poisson chauve-souris, eh bien lui, on peut le qualifier d'organisme benthique. C'est-à-dire une espèce qui va passer tout son temps sur le fond de l'eau. Alors il est 19 h, c'est l'heure habituelle où les aquariums s'éteignent. On a oublié, on va aller les remettre en marche forcée pour pouvoir continuer. Bon, on avait prévu le coup, mais c'est les petits aléas du direct. Voilà, je me retrouve dans cette caméra et la lumière est de nouveau là. Donc Dominique va revenir. L'avantage, c'est que c'est rapide. Il va continuer son explication sur le poisson chauve-souris. Le revoilà. Voilà, parce que la minuterie prévoit que les aquariums s'éteignent à 19 h. On a oublié de les mettre en marche forcée. Bon, voilà qui est fait. Donc, notre fameux poisson chauve-souris. Alors, vous voyez, ici, c'est pas du tout une espèce pélagique, hein, c'est pas du tout une espèce qui va nager en pleine eau. Au contraire, hein, c'est une espèce qui est bien benthique, hein, qui se déplace au fond de l'eau. Alors, il est capable quand même de nager, mais de nager assez péniblement, hein, pour s'élever un petit peu au-dessus de la surface, hein, mais son mode de nage n'est pas du tout efficace. Et vous voyez la conformation de ces nageoires. Eh bien, vous voyez les nageoires qu'on voit ici, là. Eh bien, ça, ce sont les nageoires pectorales. Eh bien, ces nageoires hein, sont transformées en sorte de pattes hein, pour prendre appui sur le sol. On ne voit pas ces nageoires pelviennes, mais elles sont sous le corps. Et ces nageoires pelviennes vont constituer aussi des piliers hein, qui vont permettre hein, de s'appuyer sur le sol. Donc, dans les poissons, on a finalement aussi beaucoup d'espèces qui sont benthiques. Hein. Tous les poissons ne passent pas leur temps à nager continuellement. Autre exemple ici. Alors, vous avez ici la sole pan. Alors vous voyez son mimétisme extrêmement efficace. Hein. En plus, c'est une espèce qui peut s'enterrer très facilement sous le sable, sous les graviers, et donc passer très facilement inaperçu.
Alors ça fait partie de ce qu'on appelle les poissons plats. C'est tout un ordre de poissons. On appelle ça les pleuronectiformes, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. J'aurai l'occasion de vous en montrer un autre exemple tout à l'heure. Alors, normalement, il y en a deux. C'est pour vous montrer à quel point ils sont mimétiques. C'est que lorsqu'ils sont enterrés, eh bien, ils sont très difficiles à repérer. Ah ben, l'autre, il est juste là. Juste devant. Alors, on voit le premier, et juste devant, on voit à peine les deux yeux qui dépassent. Alors, je ne suis pas sûr qu'avec la caméra et avec l'écran interposé, vous arriviez à les voir, hein. Mais juste devant le premier, en fait, on a les deux yeux du deuxième, hein, qui dépassent à peine. Donc là, on a des poissons benthiques, hein, qui passent le plus clair de leur temps, hein, posés sur le sol. On y reviendra un petit peu tout à l'heure. Alors, on peut avoir aussi des poissons qui vont nager en pleine eau, mais qui vont le faire d'une façon assez particulière, qui ne vont pas forcément utiliser leur nageoire caudale. Alors, c'est le cas de l'anguille électrique qu'on a ici. Alors, vous voyez, si on reprend les nageoires de tout à l'heure, eh bien, vous avez à l'avant, juste derrière la tête, de toutes petites nageoires pectorales. Par contre, si on cherche les autres nageoires, eh bien, les autres nageoires paires, les nageoires pelviennes, il n'y en a pas. La nageoire dorsale, ben, elle a disparu. Et la nageoire caudale, également. Et à la place, vous voyez ce long voile, hein, cette longue nageoire qu'il y a du côté ventral, c'est la nageoire anale, qui est très très longue. Et voyez comment elle fonctionne, hein. Ce sont des ondulations. Et ce sont les ondulations de la nageoire qui permettent le déplacement. Alors je vous disais que la nageoire anale était juste derrière l'anus. Alors effectivement, l'anus en fait c'est une espèce de petit bouton qu'on devine sous le corps de l'anguille électrique. Et il est cet anus très très antérieur, si bien que la très très grande majorité du corps de cette anguille, eh bien, elle ne contient aucun organe. La majeure partie du corps de l'anguille, hein, sur toute la longueur de la nageoire anale, eh bien, ça correspond à l'organe électrogène, c'est-à-dire l'organe qui va produire, hein, des décharges électriques. L'essentiel de ces organes, hein, est concentré à l'avant. Alors, cette conformation assez particulière est pleinement adaptée au milieu de vie de l'anguille électrique. L'anguille électrique, c'est un poisson d'eau douce qu'on va trouver dans les milieux très encombrés, hein, dans les marécages, dans les cours d'eau avec beaucoup de végétation, hein, des troncs d'arbres, comme c'est un petit peu recréé ici. Alors les organes électrogènes lui permettent de s'orienter, hein, ce qui va compenser sa faible vue, parce que les yeux sont tout petits, hein. Ce sont des organismes qui voient très mal, mais par contre qui se repèrent très bien grâce à leur sens électrique. Et ce mode de locomotion est tout à fait adapté parce que ça permet de se faufiler n'importe où, et surtout ça permet, ce qui est quand même assez rare, vous voyez on le voit pour celui qui est derrière, ça permet de faire des marches arrière. En effet, lorsque le sens d'ondulation de la nageoire est inversé, eh bien, ça va provoquer une marche arrière. Donc même lorsque l'anguille électrique s'est enfoncée dans un cul-de-sac, eh bien, ça ne pose pas de problème. En inversant le mouvement des nageoires, eh bien, il va y avoir une marche arrière.
Donc, vous voyez là, le déplacement, c'est pas du tout à la nageoire caudale c'est pas du tout dû à la nageoire caudale qui n'existe pas ici. Hein. Ce sont des ondulations de la nageoire anale très longue. Ce qui est particulièrement adapté hein, pour se déplacer dans les environnements très encombrés. Alors ça, c'est des choses qu'on va retrouver aussi, par exemple, chez les murènes. Hein. Les murènes qui qui passent le plus clair de leur temps, hein, cachés dans des interstices, dans des recoins, hein, avec la possibilité de sortir, de rentrer en marche avant, en marche arrière. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez les anguilles de jardin. Mais aujourd'hui, ces anguilles de jardin, eh bien, elles sont toutes rentrées dans leur terrier. On ne les voit pas qui dépassent aujourd'hui. Donc aujourd'hui, elles ont décidé de rester enfermées. Alors, on va revenir dans l'autre galerie. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas trop de perte de signal parce qu'on change encore de bord de Wi-Fi. Pour voir un petit peu d'autres modes de déplacement chez les poissons. Alors les poissons, c'est plus de 30 000 espèces, donc c'est énormément de diversité. On peut avoir même une très grande diversité d'adaptation à des milieux différents et à des modes de locomotion différents. Alors ici, on est chez des poissons bien de chez nous, hein, c'est la et vous avez ici sur le du moment que le fond soit constitué de petits rochers, hein, de petits supports, pour lui permettre, comme ici, de se poser. Un peu en éventail, et vous voyez que ces nageoires pectorales, c'est ce qui lui permet en fait de se poser et un peu de s'agripper au rocher. Alors ces nageoires pelviennes, on ne les voit pas, hein, l'équivalent de nos membres postérieurs. Elles sont sous le corps, hein, elles forment des espèces de petites baguettes, hein, un peu comme le poisson chauve-souris de tout à l'heure. Hein, et ces petites baguettes lui permettent de se poser, de s'accrocher. Alors le chabot est un prédateur hein, qui chasse à l'affût. Hein. Il reste posé au fond de l'eau sur son rocher. Lorsqu'une proie passe devant, il va ouvrir une large gueule pour la gober. Voilà, il y en a un qui fait la toupie. De temps en temps, on voit effectivement les petites nageoires pelviennes hein, qui forment comme des espèces de trépieds hein, pour se reposer sur le support. Donc vous voyez, là, ça, c'est encore un poisson de fond, comme on dit, hein, un poisson benthique hein, qui passe le plus clair de son temps posé sur le substrat. Alors, je vais revenir sur le cas des poissons plats, avec là encore un poisson plat, mais un peu plus gros que celui de tout à l'heure, un peu plus visible, pour vous parler un petit peu de ces poissons plats qui sont quand même tout à fait particuliers. Alors ici, vous avez une espèce qu'on trouve dans l'Atlantique. Hein. Alors, poisson plat, parce que vous voyez, il est tout aplati. Alors on pourrait penser qu'il est posé sur le ventre. Mais en fait, il est couché sur le côté. Vous voyez que sur le dessus, hein, on voit l'ouïe hein, qui se soulève régulièrement hein, pour respirer.
On voit également que la nageoire caudale, eh bien, elle est tout aplatie. S'il était couché sur le ventre, cette nageoire caudale devrait être verticale. Or là, elle est plaquée contre le sol. Et par contre, il y a quelque chose qui est un peu bizarre, c'est qu'il a quand même les deux yeux sur le dessus. Alors effectivement, les poissons plats, au départ, lorsqu'ils sont à l'état larvaire, eh bien, ils ont une conformation tout à fait classique. Les larves nagent en pleine eau, comme beaucoup de poissons. Et lors de la métamorphose, eh bien, ces espèces vont passer à une vie benthique, posée sur le fond. Et ils vont donc se coucher sur le côté, soit gauche, soit droit, ça dépend des espèces. Et lors de cette métamorphose, eh bien, l'œil qui se retrouve du côté couché vers le sol, eh bien, cet œil va migrer pour rejoindre l'autre, du côté exposé à la lumière. C'est ce qui va donner à ces poissons cette allure un peu bizarre, cette allure au visage un peu tordu, parce que vous avez les deux yeux en fait qui se retrouvent soit à droite, soit à gauche, suivant ces poissons. Mais la bouche, elle, est orientée normalement. Bon, alors malheureusement, il nous montre pas bien sa tête. Mais non. Donc là, vous avez les poissons plats, les pleuronectiformes, donc il y a beaucoup d'espèces dedans, et qui présentent tous cette particularité à la métamorphose de passer à une vie benthique en se couchant à droite ou à gauche, avec la migration de l'œil vers le côté exposé à la lumière. On va revenir à notre aquarium de départ, l'aquarium récifal. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir comme déplacement particulier en récif? Eh bien, souvenez-vous, tout à l'heure, je vous disais, le mode de locomotion un peu classique chez les poissons, c'est la caudale qui va battre pour permettre un déplacement qui est relativement rapide. Mais dans les récifs, il faut avoir un déplacement plutôt un peu fin, un peu les interstices. Et donc, chez beaucoup de poissons récifaux, eh bien, on trouve des conformations de nageoires différentes. Vous voyez par exemple le poisson vache qui est ici. Pectorale, on voit la nageoire dorsale, on voit la nageoire anale, et ce sont elles qui battent. Si vous regardez la nageoire caudale, elle ne bouge pas. Elle a même tendance à se replier. Ça, c'est ce qui va permettre des mouvements beaucoup plus fins pour se faufiler entre les interstices. Et ça, c'est très classique chez les poissons de récif. On peut avoir aussi des poissons de récif qui vont se déplacer par battement des nageoires pectorales. C'est un peu ce qu'on a chez ce poisson papillon ici. Vous voyez, là, ce sont surtout les pectorales. Vous voyez qu'elles sont très développées. Et là, c'est le battement des pectorales qui va beaucoup participer au déplacement. Il peut aussi donner des coups de queue pour accélérer. Mais les déplacements fins vont être assurés par ces battements des nageoires pectorales. Alors on a ici le chirurgien bleu qui revient, mais qui repart. Il est reparti se cacher. Nos pensionnaires sont un peu conditionnés. 19h, c'est l'heure où tout s'éteint. Et donc, en principe, ils se cachent. Et c'est vrai qu'à partir de 19h, même quand on laisse la lumière allumée, ils ont tendance à se cacher beaucoup plus. Donc là, par rapport à tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il n'y a plus grand monde parce qu'ils sont tous allés dormir. Alors,
on va terminer par la mangrove, avec un dernier exemple de conformation particulière de nageoire avec les poissons lunes. Alors vous voyez la forme du corps, hein, très aplatie, avec une nageoire dorsale et une nageoire anale qui sont bien symétriques, hein, pour bien fendre l'eau. Et puis c'est la nageoire caudale, hein, qui permet les déplacements, avec, vous voyez, des déplacements assez vifs. Et la forme du corps, en fait, est adaptée à leur milieu. Ce sont des espèces qui vivent dans les mangroves, et cette forme du corps va permettre de se faufiler entre les racines, hein, des palutuviers, hein, pour se faufiler plus efficacement, par exemple pour échapper à un prédateur. Et dans ces mangroves, eh bien, on est susceptible de trouver des espèces particulières qui, eux, se déplacent sur la terre ferme. Alors il s'agit d'espèces qu'on appelle les périophthalmes, il y a plusieurs espèces, et là on en a des représentants. Alors malheureusement, ils sont tout petits, parce qu'ils sont encore jeunes, et alors il y en a un, mais il est tout au fond là-bas sur le tronc d'arbre, donc avec la caméra, avec la GoPro, ça va être difficile de vous le montrer, donc on vous a préparé une petite vidéo pour vous montrer le mode de déplacement de ce poisson. Déplacement tout à fait particulier. Vous voyez que là, il est sur la terre ferme. C'est son environnement normal, classique. C'est un poisson en fait qui passe le plus clair de son temps hors de l'eau. Et là, les nageoires sont utilisées pour marcher. Donc, vous voyez là, il se propulse avec ses nageoires, hein, comme s'il s'agissait de pattes, hein, les nageoires pectorales, et lorsqu'il se déplace, on voit les petites nageoires pelviennes aussi qui participent au déplacement. Donc vous voyez que les nageoires, eh ben, chez certaines espèces, ça peut servir également à marcher, hein, sur la terre ferme. Donc, en conclusion de cette 4e édition sur la locomotion, hein, sur bouger sous l'eau, eh bien, vous voyez qu'on peut avoir des modes de locomotion qui sont très variés, suivant les groupes, hein, suivant leur constitution, suivant leur organisation. Suivant s'ils ont des pattes, s'ils ont un pied qui va servir à ramper, s'ils ont des tubes qui peuvent se remplir d'eau comme chez les échinodermes, ou s'ils ont des nageoires. Et vous voyez que cette locomotion, eh bien, va participer à l'adaptation de ces espèces à différents modes de vie. On pourrait avoir tendance à imaginer le milieu aquatique comme quelque chose de très homogène. Si certains d'entre vous avaient assisté à la première conférence, hein, j'avais dit au contraire que c'est un milieu très hétérogène, avec beaucoup de diversité d'écosystèmes et beaucoup de niches écologiques différentes. Eh bien, on le voit également avec la locomotion, hein, qui est différente suivant la niche écologique qui est occupée par ces organismes. Soit on est en pleine eau, et on va trouver sa nourriture en pleine eau, soit on est benthique et on va trouver sa nourriture essentiellement au fond de l'eau. Merci Dominique. Alors, on a des questions. On a Shrim Didlo qui nous dit: est-ce que ce n'est pas déstabilisant pour le poisson d'avoir une ligne latérale qui perçoit des vibrations du sable et l'autre qui perçoit les vibrations de l'eau? Pour le poisson plat. C'est ça, c'était pour le poisson plat, oui. Alors, la ligne latérale, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'organe sensoriel que l'on va trouver chez les poissons. Alors, c'est une ligne parce que c'est des récepteurs sensoriels qui sont alignés, et latérale parce que c'est sur les flancs des poissons. Alors, c'est un sens qui nous est totalement étranger à nous, hein, parce qu'on est terrestre, mais c'est vraiment le sens de l'orientation premier chez les poissons.
Cette ligne latérale, elle détecte tous les mouvements de l'eau, tous les corps en mouvement. Elle détecte les courants d'eau, la direction de l'eau, elle peut détecter la pression de l'eau. Et c'est vraiment un organe sensoriel extrêmement important chez les poissons. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour les poissons plats? Alors là, je ne saurais pas vous répondre précisément. Il faudrait faire des recherches pour voir si la chose a été creusée par des chercheurs. Parce qu'effectivement, lorsque vous avez un poisson, on va dire, classique, il y a une ligne latérale de chaque côté. Et donc les poissons plats se retrouvent effectivement avec une ligne latérale orientée vers le haut et une ligne latérale orientée vers le bas. Alors, j'imagine que le poisson, l'organisme, le poisson plat, c'est différencier en fait les informations qui vont lui venir du dessus et les informations qui vont lui venir du dessous. Parce que tout ça, évidemment, est envoyé au cerveau et c'est le cerveau qui va interpréter ces différents signaux. Donc de la même façon qu'un poisson, il peut détecter un congénère qui est à sa droite ou à sa gauche, suivant que sa ligne latérale, c'est la ligne latérale droite qui va détecter le corps en mouvement ou la ligne latérale gauche. J'imagine que pour un poisson plat, c'est la même chose. Les informations sont traitées différemment par les deux lignes latérales. Mais ça, il faudrait faire des recherches pour vraiment vous faire une réponse plus précise et plus assurée. Ensuite, on a Emma qui demande comment le poisson plat toujours se déplace et s'il ne se déplace pas contre le fond, est-ce que c'est pas handicapant le fait d'avoir les deux yeux du même côté? Est-ce que ça le rend vulnérable? Alors, première chose, comment il se déplace? Alors, les poissons plats ont en gros deux modes de déplacement. Ils vont se déplacer à la surface du sol. Et là, c'est la nageoire anale et la nageoire dorsale qui sont très longues, qui vont onduler. Un peu comme la nageoire anale de l'anguille électrique tout à l'heure. Et ces ondulations, en fait, vont lui faire se déplacer à la surface du sol. Maintenant, ils sont capables de nager un peu en pleine eau, mais c'est comme le poisson chauve-souris, c'est une nage qui n'est pas très efficace, assez maladroite, qui va leur permettre de s'élever un peu au-dessus de l'eau, mais ils ne vont jamais nager en pleine eau. Et là, c'est tout le corps qui va onduler, avec la nageoire caudale qui va participer aussi. Donc ça, c'est pour le déplacement. Maintenant, le fait d'avoir les deux yeux du même côté, eh bien, c'est pas handicapant parce que il vaut mieux avoir les deux yeux vers le haut pour détecter les prédateurs potentiels et pour détecter les proies. Parce que lorsque ces poissons sont à moitié enterrés, eh bien, ils chassent à l'affût. Et lorsqu'ils détectent une proie en face d'eux, eh bien, tout d'un coup, ils vont jaillir du sable, de la vase, pour absorber, pour avaler la proie d'un coup. Après, c'est pas handicapant parce qu'il ne faut pas imaginer qu'ils ne savent pas du tout ce qui se passe sous le corps, parce que ils ont la ligne latérale et ils ont des récepteurs sensoriels aussi qui les renseignent. C'est le même principe pour les raies. Les raies qu'on a ici. Voilà. La raie, c'est pareil. Elle a des yeux qui sont vers le haut. Elle vit principalement, alors elle nage quand même mieux que les poissons plats, elle peut nager en pleine eau. Là, elle nage par des ondulations des nageoires pectorales. Mais vous voyez que les yeux sont sur le dessus. Pourtant, elle sait parfaitement détecter les proies qui sont dans le sable. Ce type de raie se nourrit d'organismes qu'elle va débusquer dans le sable. Des mollusques, des crustacés. Et donc, il y a des organes sensoriels, des organes notamment qui sont sensibles au champ électrique, qui vont lui permettre de détecter ces proies. Donc, ce n'est pas parce que les yeux sont dirigés vers le haut qu'elle ne sait pas du tout ce qui se passe dessous. Pour nous,
c'est notre vision hein, qui est notre sens principal. Et sans la vision, on est perdu. Mais il faut bien avoir conscience hein, que chez ces organismes, il y a tout un tas d'autres sens hein, qui nous sont complètement étrangers. Et un poisson sans ligne latérale, il ne peut pas faire grand-chose. Par contre, un poisson aveugle, il peut encore survivre pendant très longtemps parce qu'il a encore sa ligne latérale et ses autres organes sensoriels. Alors ensuite, on a une autre question de Crunchy qui dit « Est-ce que le déplacement des gobies au sol peut être mis en relation avec la sortie des os des vertébrés au Dévonien ?» Avec une parenthèse, même si je doute que ce n'était pas des gobies à l'époque. Un élève peut-être. Alors les gobies, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que là je vous ai montré les chabots, les périophthalmes, mais là vous avez un gobie ici. Alors les gobies, c'est pareil, hein. Ce sont des organismes benthiques qui passent le plus clair de leur temps posés au fond de l'eau. Voilà, bah là, il est bien gentil, il nous fait une belle démonstration. Vous voyez les grosses pectorales sur le côté, et puis dessous on devine les pelviennes qui lui servent un peu de repose-pied hein, pour se poser sur le fond. Il y a même certaines espèces de gobies où les pelviennes sont carrément transformées en ventouses pour vraiment se fixer au substrat. Alors, la sortie de l'eau. Le périophthalme, lui, il fait vraiment des sorties de l'eau. Alors les gobies, on peut en avoir des espèces qui vont vivre sur l'estran et qui se laissent en fait déposer par la marée et qui à marée basse vont rester sur l'estran, pas tout à fait à l'air libre, hein, dans le petit peu d'eau qui reste et caché sous les rochers. Le périophthalme, lui, il fait vraiment des incursions en milieu terrestre et il reste longtemps en milieu terrestre. Hein. Il passe la majeure partie de son temps en milieu terrestre. Il va respirer de l'oxygène atmosphérique. Alors maintenant, est-ce que si on imagine ce qui va se passer dans des centaines, des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années, est-ce que ces périophthalmes peuvent donner naissance à une nouvelle lignée de vertébrés terrestres? Pourquoi pas hein, pourquoi pas à partir du moment où va y avoir des niches écologiques libres en milieu terrestre, eh bien, ces périophthalmes pourront éventuellement faire des incursions de plus en plus longues et de plus en plus loin du rivage en milieu terrestre pour aller chercher de la nourriture ou pour se reproduire ou que sais-je encore. Donc, le principe de la sortie de l'eau des vertébrés, on peut imaginer quelque chose de similaire. C'est-à-dire des organismes qui sont fondamentalement aquatiques et qui à un moment font des incursions courtes en milieu terrestre, puis des incursions de plus en plus longues, se déplacent de plus en plus loin et petit à petit on a une adaptation de la lignée avec des espèces qui vont devenir de plus en plus terrestres. Donc pourquoi pas envisager ça pour le futur de l'évolution du périophthalme. Maintenant, c'est quelque chose qui va être, si ça se produit, c'est quelque chose qui donnera forcément des choses très différentes de ce qu'on observe à l'heure actuelle, parce qu'effectivement, hein, il y a des centaines de millions d'années, lorsque les vertébrés sont sortis de l'eau, eh ben, ce n'étaient pas des téléostéens comme le périophthalme ou les gobies, c'était déjà des organismes avec des poumons. Là, le périophthalme, lui, il respire par la peau. Bon, il a aussi un organe qui est un peu modifié pour conserver de l'eau au contact de ses branchies, mais c'est surtout une respiration cutanée. Donc, il va s'adapter en fait aux mêmes contraintes du milieu terrestre, le déplacement, la respiration, mais il va s'adapter de façon différente de ce qui a été fait à l'époque de la sortie de l'eau des vertébrés il y a des centaines de millions d'années. Merci Dominique. Il y a encore quelques questions, mais on y répondra une prochaine fois. Le temps, et la GoPro, je crois, va aussi peut-être couper. Et ben merci beaucoup. On se retrouve. Je sais pas dans la caméra. On se retrouve donc le 19 mai pour un nouveau live, cette fois-ci sur la respiration.
Voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas. Et toutes les vidéos se retrouvent sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, Muséum Aquarium, après le live, voilà. Et vous pouvez même visionner celles d'avant si vous les avez loupées. Donc voilà, et puis bonne soirée à tous.